Bonjour tout le monde, bienvenue à mon premier épisode de mon nouveau podcast intitulé Live Better, où je connecte avec des gens hors du commun dans le domaine de la santé, du fitness et du bien-être. Tout ça dans le but de nous aider à améliorer nos habitudes de vie. Mon invité aujourd'hui, il est professeur à l'Université de Laval. Il est également chercheur dans le domaine des maladies cardiométaboliques et de l'obésité. Il a également publié un livre intitulé La vérité sur le sucre, dont vous allez pouvoir retrouver dans les notes du podcast. Notre conversation aujourd'hui va porter sur l'abondance du sucre dans notre alimentation. On va parler des différents types de sucre, dont les sucres artificiels, et il va nous donner des conseils sur comment réduire notre consommation d'aliments sucrés et comment adopter des meilleures habitudes dans notre quotidien. André Marette, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Isaac. C'est un honneur de t'avoir sur le podcast. Depuis notre dernière conversation, d'ailleurs, j'ai eu la chance de lire ton livre, La vérité sur le sucre. Je vais le mettre dans les notes du podcast pour tous ceux qui veulent se le procurer par après. Je pense que c'est un livre qui était très intéressant. Je pense que ça vaut la peine aussi, après notre conversation, ça va rentrer un petit peu plus en détail par rapport au sujet qu'on va parler aujourd'hui. Mais il va être dans les notes là, pour le podcast, pour ceux qui veulent regarder ça. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, ben c'est ça, c'est clair. Aujourd'hui, bon, le sucre, on le retrouve un petit peu partout dans notre alimentation aujourd'hui. Puis je parle pas juste des sucres naturels comme dans les fruits ou dans la malbouffe. C'est rendu que dans tous les produits qu'on mange au quotidien, on va retrouver du sucre, comme dans le pain, les sauces, les condiments. Je pense que les gens ne savent pas à quel point on a tellement de sucre dans notre alimentation aujourd'hui. C'est rendu que je vais à l'épicerie, je prends n'importe quel aliment, tu tournes pour voir l'étiquette de valeur nutritive, tu as des quantités de sucre aberrantes pour un aliment que tu ne pensais même pas que c'était le cas. Ça va m'amener à ma première question, qui va un petit peu en deux temps. Pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire met autant de sucre aujourd'hui dans notre alimentation? Et est-ce qu'il y a eu un point tournant dans l'histoire ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a déclenché un boom de sucre ou est-ce que c'est arrivé graduellement? Oui, c'est une question intéressante et importante. C'est sûr que le premier élément de réponse, il est simple, c'est qu'on adore le sucre. On adore tous le sucre. Il n'y a pas beaucoup de personnes à qui je pose la question, est-ce que vous aimez le sucre ou non? Des fois, les gens vont dire, j'essaie de ne pas manger de sucre, mais c'est pas parce qu'ils n'aiment pas ça, ils font un effort. Il faut faire l'effort. Et donc, c'est toujours difficile de se battre contre un aliment qui est aussi bon au goût, un nutriment qui est aussi bon au goût que le sucrose ou le saccharose qu'on appelle également. Donc, c'est la première raison pour laquelle l'industrie agroalimentaire met beaucoup de sucre dans les aliments transformés, c'est que la population en demande. Gras, sucre et sel, ce sont les trois goûts que les humains préfèrent, la plupart des humains. Donc, c'est clair que pour l'industrie, s'ils veulent vendre plus de produits, ils vont en rajouter. Évidemment, au départ, il y a une cinquantaine d'années, je pense pas que les industriels se disaient, on va causer de l'obésité, du diabète et des maladies cardiométaboliques sur toute la planète quand ils ont fait ça. Mais c'est clair qu'ils voulaient vendre plus de produits. Et donc, les produits transformés sont riches en sucre simple. On adore ça, on en consomme beaucoup, puis c'est probablement vrai que ça cause une certaine addiction alimentaire aussi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, pendant plusieurs années, l'industrie ne pouvait pas quand même exagérer sur la quantité de sucre parce que ça coûte quand même cher, ajouter des sucres dans des aliments transformés. Et c'est là qu'est arrivé le fameux sucrose de maïs ou sirop de maïs transformé, où là, l'industrie a trouvé une façon de faire rapidement du fructose ou du sucre simple, tout simplement en modifiant avec un enzyme le sucre de maïs, finalement, ou de la canne à sucre. Là, on a trouvé un procédé qui permettait de sucrer davantage les aliments à un coût moindre. Et là, ça permet à l'industrie de sucrer encore plus les aliments et de faire plus de profit. Donc, je pense que là, on paye aujourd'hui le prix pour ces décisions-là, qui fait qu'aujourd'hui, sur la planète, beaucoup de gens ne peuvent plus se passer de sucre. Et l'industrie qui arrive à mieux vendre ses produits. Puis là, il faut trouver une façon de conscientiser les gouvernements, les consommateurs, mais également les industriels à mettre moins de sucre dans les aliments. Et ça, c'est un combat constant pour nous qui travaillons dans le domaine. Mhm. Fait que ça revient souvent à une question de profit, si je comprends bien. Ils veulent en vendre plus, fait que. Oui, puis nous, on répond bien. En termes de population, on leur donne raison un peu parce qu'on continue de les consommer. Si tout le monde ferait l'effort de diminuer même de 10 leur consommation de sucre simple en faisant des choix, des meilleurs choix lorsqu'ils sont à l'épicerie,
on verrait un impact assez rapidement et les industriels changeraient leur façon de procéder. Donc, il faut convaincre également les industriels qu'on est capable de consommer des produits qui sont plus faibles en sucre et meilleurs pour la santé, mais il faut que la volonté vienne également des consommateurs et des gouvernements qui peuvent imposer ou en tout cas suggérer certaines façons de procéder qui seraient différentes. Je pense que tu sais, le podcast aujourd'hui, ça va éclairer, je pense, beaucoup de gens sur le sujet, puis voir un peu l'envers de la médaille puis le problème qui est associé à ça. Fait que je pense que ça peut aider aussi les gens à mieux regarder leur consommation par rapport au sucre. Euh, Quand on parle de sucre, bon, c'est sûr que là, on a parlé de sucrose, on a parlé de sirop de maïs à haut fructose. Tu sais, moi, quand je pense à du sucre, je pense au sucre de table là, en cristaux blancs là, qu'on a tout à la maison. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu un portrait de bon, les glucides en général? Parce que je pense qu'il y a plusieurs types de sucre. Est-ce qu'on peut juste, je pense pour le bien de la conversation, dresser un portrait un peu de bon, qu'est-ce qu'on retrouve dans la famille des glucides? C'est quoi les différents types de sucre? Puis ils proviennent de où? Donc, il y a deux grandes classes de sucres, on peut dire les sucres simples et complexes. Les sucres simples, généralement, on fait référence à une molécule très simple de glucose, qui est le sucre plus reconnu, c'est le sucre qu'on a dans l'amidon, dans le glycogène. C'est le sucre, je dirais, le sucre simple le moins dommageable pour la santé, mais il y a également le lactose, par exemple, qu'on retrouve dans le lait, qui est un sucre simple également, qui a moins de pouvoir sucrant que le glucose. Et après, il y a le fameux fructose, qui est un sucre simple, c'est peut-être le plus dangereux de la famille, en théorie du moins, parce que lui a un pouvoir sucrant encore plus élevé. Il est facilement assimilable par notre organisme, donc quand on en mange, on l'assimile rapidement, il va être transformé même en lipides dans le foie, par exemple. Donc lui est assez dangereux d'une certaine façon, mais ça reste un sucre naturel. Puis, on aurait même de la difficulté à rester vivant ou de se reproduire les humains parce que le fructose est le substrat principal des spermatozoïdes. Donc, sans fructose, il n'y a pas de reproduction de l'espèce humaine. Quand on y pense, c'est quand même important d'avoir du fructose dans notre organisme. Mais en excès, effectivement, il est dangereux, puis on va en parler plus en détail tantôt. Après, il y a les sucres complexes. Le plus complexe, c'est l'amidon, par exemple, qui est bien sûr, c'est une chaîne de glucose qui attache ensemble. C'est ce qu'on appelle également les fibres. Il y a des fibres hydrosolubles, plus ou moins solubles. Certaines sont utilisées par les bactéries pour être digérées lors de la fermentation. D'autres sont plus solubles, ils vont être absorbés. Ils vont aider à absorber certains aliments ou certains nutriments. Donc, ces fibres-là, généralement, c'est des sucres complexes qui sont considérés meilleurs pour la santé parce que bien qu'ils contiennent beaucoup de molécules de glucose, il n'y en a pas beaucoup qui vont être absorbés lorsqu'on consomme des fibres. Ça, c'est très important. Et après, bien, il y a le sucrose ou le sucre blanc, le sucre de table, qu'on appelle également la saccharose, surtout en France. Bien, lui, dans le fond, c'est deux molécules de glucose, une molécule de glucose attachée avec une molécule de fructose. Donc, c'est un duo fructose-glucose. Et lui, bien sûr, il est métabolisé par l'alpha-glucosidase dans notre intestin. Il est scindé en deux. Quand on consomme à la fois du glucose, mais également du fructose. Donc, il est moins dangereux que le fructose pur et libre, mais il contient quand même la moitié de fructose et c'est ce qu'on consomme probablement trop dans l'alimentation parce qu'on le retrouve plus facilement que le fructose. Je comprends. Donc, d'un côté, on a les glucides simples, d'un côté les complexes. Dans les simples, on a le glucose et le fructose. Dans les complexes, bon, on parle de l'amidon, il y a les fibres, le sucrose. Mais les sucres simples sont généralement plus acceptés ou plus santé que les sucres complexes. On l'inverse, L'inverse. les sucres complexes sont plus santé parce que justement, ils ne sont pas disponibles immédiatement. Il faut les couper en petites molécules de glucose. Et ça, il y a plein d'enzymes qui font ça lors de la digestion, ce qui fait qu'il y en a une certaine quantité qui ne seront pas absorbées, qui vont se retrouver évidemment excrétées par l'organisme, surtout lorsqu'on parle de fibres résistantes, là, non solubles. Donc, les sucres, en général, la complexité dans les glucides, c'est bon. La simplicité, c'est pas bon. Et donc, plus c'est simple, moins c'est bon, parce que les molécules simples, comme le fructose, sont facilement captables et absorbées par l'intestin, se retrouvent en circulation. Puis là, quand il y en a trop, on doit dealer avec ça. Puis ça va se retrouver dans le foie, dans le tissu adipeux, et
et par le principe qu'on appelle la lipogénèse, les sucres simples vont se faire transformer en graisse, en lipides, et ce qui aide donc à générer un état d'obésité ou de foie gras, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que l'obésité, c'est le plus grand danger de la surconsommation de sucre ou est-ce qu'il y a d'autres dangers à court terme ou à long terme d'une trop grosse consommation de sucre? Avec les données qu'on a aujourd'hui, je peux pas dire que c'est le plus grand danger parce que évidemment, un excès important de sucre simple va amener à une plus grande formation de tissu adipeux, de graisse dans le tissu adipeux, donc c'est l'obésité. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans l'alimentation qui contribuent à ça également. Dans notre livre, on en parle beaucoup. On a beaucoup de difficultés à prouver que le fructose lui-même ou même le sucrose lui-même est responsable de l'épidémie d'obésité qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on consomme également beaucoup de gras dans l'alimentation, beaucoup de lipides. On consomme très peu de fibres alimentaires, pas suffisamment de polyphénol. Donc, il y a plein de facteurs qui vont mener à l'obésité chez l'humain, pas seulement le sucre. Par contre, là où le sucre a un impact majeur et reconnu dans la littérature scientifique, c'est sur le foie. Parce que cet organe-là, qui est très important pour notre santé métabolique, va prendre les sucres simples, autant le glucose que le fructose, mais surtout le fructose, et va rapidement le transformer sous forme de lipides s'il y a un excès. C'est toujours une question d'excès. Quelqu'un qui consomme du fructose, mais dans des quantités raisonnables, ne va jamais avoir un foie gras. Mais quelqu'un qui va en consommer beaucoup, ça va avoir presque le même effet que de consommer trop d'alcool. Ça va générer un foie gras. Et c'est ce qu'on appelle la stéatose non alcoolique par rapport à la stéatose alcoolique. Donc, c'est deux formes de foie gras qui sont dues dans un cas à l'alcool et dans l'autre cas à la prise de boissons sucrées ou de trop de sucre simple consommé. Puis on parle d'une quantité raisonnable. Est-ce qu'il y a une quantité sur laquelle on peut s'entendre maximum de sucre à ingérer par jour ou de fructose qu'on peut ingérer par jour maximum? Oui, c'est ben, souvent on parle de les gens souvent vont mesurer les calories qu'ils ingèrent par jour parce que l'information sur l'énergie, d'habitude, elle est bien indiquée sur les étiquettes. Donc, on essaye de ne pas dépasser 10 de l'énergie consommée dans une journée sous forme de sucre. Donc, quand on garde, s'il y a des fibres dans un aliment, ça va être marqué fibre sur l'étiquette. Donc, ça, c'est les sucres complexes. Quand c'est des sucres simples, généralement, ça va être indiqué sucre, au glucose, au saccharose, au fructose. C'est ces catégories-là qu'il faut éviter. Donc, si on consomme pas plus que 10 de notre énergie quotidienne sous forme de ces sucres-là, on va éviter non seulement les maladies métaboliques, mais même la carie dentaire. Euh, Par contre, c'est très difficile. On peut dire que c'est facile à dire, mais le faire, par contre, quand on regarde ce qu'on retrouve comme sucre dans les aliments transformés, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de sagesse pour être capable de faire moins de 10. Donc, moi, en général, j'essaie de recommander aux gens, déjà faites l'effort de ne pas dépasser 15. Donc, ça va être une quantité de sucre simple qui est quand même acceptable et qui va éviter de générer de l'obésité importante. Donc, allons-y avec un pourcentage de calories quotidiennes, parce que ça, c'est assez facile à calculer avec les emballages. Parce que quand on commence à calculer la quantité de fructose, sucrose sur les emballages, encore une fois, l'industrie n'est pas obligée encore par Santé Canada de mettre tous les détails. Donc, c'est plus difficile à dire quelle quantité de fructose on peut consommer. Des fois, c'est même pas marqué la quantité de fructose, ça va être marqué sucre. Donc, il faut y aller avec la quantité de sucre. C'est vrai, j'ai remarqué ça souvent sur les étiquettes, tu vas avoir les glucides, exemple 23 grammes de glucides, tu vas avoir 18 grammes de sucre, mais ensuite, il y a un nombre de grammes qui n'est pas indiqué. C'est Est-ce ça. que légalement, ils ont le droit? Est-ce qu'on peut savoir de où? Comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'additionnel? On ne le sait pas sur plusieurs produits. Heureusement, Santé Canada et le gouvernement canadien a imposé récemment aux compagnies d'éclaircir ces étiquettes et ça va se faire. Le problème, c'est que je crois qu'ils ont laissé 7 années à l'industrie alimentaire pour s'ajuster. Cette décision-là a été prise il y a 2 ans environ. Donc, pendant encore 5 ans, l'industrie agroalimentaire en général n'est pas obligée de l'indiquer sur les étiquettes. Heureusement, il y en a qui ont fait l'effort, il y en a qui ont répondu rapidement. Je ne vais pas mettre toute l'industrie dans le même panier. Il y en a qui sont extrêmement généreux d'informations et ils ont beaucoup de mérite de l'avoir fait tout de suite. Il y en a d'autres, évidemment, qui n'ont pas vraiment d'avantage à mettre plus de détails sur l'étiquette, donc il va attendre à la dernière minute pour le faire.
pourquoi le gouvernement a permis 7 ans. Il me semble que 2 ans, ça aurait été suffisant. C'est un autre débat, mais ça va changer éventuellement. On va avoir plus, on va être plus en mesure de faire de prendre des bonnes décisions. Mais au moins, on sait en général la quantité de sucre qu'il y a dans un aliment. On ne sait pas quel sucre tout le temps, mais quand c'est marqué sucre, c'est pas complexe. Ce sont des sucres simples ou des disaccaroses comme le sucrose. Donc, c'est ça qu'il faut couper. Il faut regarder vraiment la quantité de sucre, mais effectivement, quand on fait l'adéquation entre glucides total, sucre et fibres, des fois, ça arrive pas, hein, ça ne Ouais, c'est fonctionne ça. pas. Fait qu'on on peut conclure que la différence, c'est souvent des sucres complexes. Parce que les sucres Oui. simples, ils sont obligés de le marquer, mais les complexes, pas nécessairement. En général, mais comme il y a d'autres sortes de sucres qui existent que le sucrose puis le glucose, je parlais tantôt du lactose, il y a le mannose, il y en a beaucoup. Puis là, on parle même pas des faux sucres ou des édulcorants artificiels, qui sont une forme de sucre qui ne sont pas vraiment des sucres, mais qui vont avoir un pouvoir sucrant et donc influencer notre prise alimentaire. Là, c'est un autre niveau, là. Mais c'est pour ça que l'information, c'est difficile de savoir pourquoi, dans le fond, le calcul simple ne fonctionne pas. C'est pas seulement les sucres complexes, ça peut être également d'autres sucres simples qui sont plus rares dans l'alimentation, mais qui sont parfois ajoutés par l'industrie agroalimentaire, parfois pour des raisons d'agents sucrants, d'avoir un effet sucrant, mais des fois aussi pour des raisons de chimie, pour améliorer peut-être comment je pourrais dire, la texture de l'aliment, par exemple. Il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui peuvent être utilisés pour d'autres vertus que seulement changer le goût. On, on va parler des fibres un petit peu. On en a glissé un petit mot. Les fibres font partie de la famille des glucides. Euh, les fibres, pourquoi est-ce que c'est important dans notre alimentation? Les fibres, c'est extrêmement important parce que souvent, on va blâmer, comme je le disais un peu plus tôt, les graisses ou les lipides, le sucre, le sel même dans notre alimentation comme étant la raison des maladies métaboliques ou l'obésité, le diabète, etc. Mais on oublie parfois que c'est ce qu'on mange pas également qui y contribue. Par exemple, pas suffisamment manger de fibres, c'est clairement associé dans toutes les études épidémiologiques avec un plus grand risque de souffrir d'obésité et de maladies métaboliques associées comme le diabète. Par exemple, les polyphénols également qu'on retrouve dans les fruits, on retrouve des fibres et des polyphénols dans les fruits, vont également contribuer à ça, et dans les légumes également. Donc, lorsqu'on devient ou lorsqu'on qu'on souffre d'obésité, de diabète, il faut toujours se dire, c'est pas juste ce qu'on mange trop, c'est ce qu'on mange pas assez dans l'alimentation. Donc, c'est important de rééquilibrer les bonnes choses, c'est-à-dire diminuer les graisses, les sucres simples, oui, mais également faire l'effort de manger plus de fibres, plus de polyphénol, plus de vitamines et de minéraux qu'on retrouve justement dans les végétaux, dans les fruits, parfois dans certains produits laitiers également. Donc, c'est pour ça que c'est important de considérer les fibres alimentaires qui sont des sucres complexes, des glucides complexes, mais c'est vraiment les meilleurs sucres là, pour tenter d'enrayer l'épidémie de diabète que l'on voit actuellement ou de stéatose hépatique. Le problème, c'est que ces sucres complexes ne goûtent pas très sucrés non plus parce que lorsque toutes les glucoses sont sous forme de chaîne dans l'amidon, ça ne goûte pas sucré. C'est quand c'est libéré de l'amidon sous forme de sucre simple que là, le goût sucré apparaît. Donc, c'est pour ça que les fibres, ça ne goûte pas très, très bon ou ça ne goûte pas grand-chose, mais c'est tellement important pour la santé. Donc, il faut trouver un bon mix entre avoir un peu de sucre simple parce que ça a un goût sucrant qu'on aime, mais en même temps, jamais négliger les sucres complexes ou les glucides complexes parce qu'ils sont peut-être moins bons pour le goût, mais sont meilleurs pour la santé. Les fibres vont être meilleures parce qu'ils vont aider le microbiote intestinal ou c'est quoi les bienfaits des fibres? Oui, indirectement, c'est cette raison-là, parce que surtout les fibres moins solubles, ils vont passer à travers l'intestin, ils vont se rendre directement dans le côlon. Et là, c'est la fermentation bactérienne dans le côlon qui va être capable de digérer ces fibres-là. Nous, les humains que nous sommes, comme la plupart des mammifères, on n'est pas équipés pour digérer les fibres. Les bactéries font la job pour nous, dans le fond, et vont être capables de fermenter ces fibres-là. Et de cette fermentation-là va se libérer, grâce au microbiote intestinal, dans le fond, des molécules qui ont des effets santé, qu'on appelle les acides gras courte chaîne, par exemple, qui ont un très bon effet sur l'intestin en termes de santé intestinale,
en plus d'avoir un effet sur la santé du foie, ce qu'on appelle la santé hépatique. Donc, en passant par le microbiote, les fibres alimentaires, effectivement, c'est ça qui va amener des bénéfices sur nous, donc les hôtes des bactéries que nous sommes. Fait que prioriser les fibres, je pense, dans la famille des glucides, prioriser les glucides complexes aussi. Juste avec cette fondation-là, ça peut être déjà des choix plus santé un peu. Euh, Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se méfier un petit peu parce que les fibres aujourd'hui, on est rendu qu'on voit ça partout, juste une boîte de mini wheats quasiment va afficher en gros et en large ajout de fibres et tu sais, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se méfier un petit peu des tactiques marketing qui mettent constamment de l'avant la nourriture riche en fibres dans leurs aliments? Oui, c'est sûr, parce que évidemment, l'industrie agroalimentaire, elle a compris que les professionnels de la santé, les nutritionnistes, depuis longtemps, nous disent de consommer plus de fibres. Donc, l'idée, c'est d'en mettre dans leurs produits en leur disant que c'est meilleur pour la santé. Mais encore une fois, si l'industriel met 1 gramme de fibres, mais qu'il y a 10 grammes de sucre simple, c'est comme une goutte dans l'océan, là. C'est que le produit contient plus de fibres, mais il y a tellement de sucre simple qu'il reste un produit trop sucré. Donc, l'idée, c'est toujours de comparer la quantité de fibres par rapport à la quantité de sucre simple. Donc, sucre versus fibre déjà. Puis après, l'autre niveau, c'est quel genre de fibres il y a. Il y a des fibres comme l'inuline, l'amidon complexe, qui sont des sources assez reconnues de bonnes fibres alimentaires. En général, on ne se trompe pas, par contre. C'est rare que j'ai vu des fibres qui n'avaient pas d'effet soit neutre ou bénéfique pour la santé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il faut faire attention avec les quantités de fibres ou le type de fibre qui est ajouté dans les produits. Si on regarde sur l'étiquette, si c'est juste marqué produit riche en fibres, puis on l'achète parce qu'on pense que c'est bon pour la santé, puis on n'a pas regardé l'étiquette, un produit riche en fibres, ça ne veut pas dire qu'il est pauvre en sucre simple. Fait que c'est important de regarder les deux côtés de la médaille. Puis évidemment, l'industriel ne va pas se vanter qu'il y a beaucoup de sucre simple dans son produit. Il va plutôt vanter les fibres. Donc, c'est bien important de regarder l'étiquette puis de comprendre cette différence-là. C'est un super bon point. Euh, D'ailleurs, on parle de un peu les étiquettes de valeur nutritive, un peu sur le fructose, les jus de fruits. Euh, j'ai remarqué que sur une canne de Coke, il va y avoir environ 39 grammes de sucre. Puis un verre de jus d'orange, pour la même proportion, va en avoir environ 30. Moi, ma question, c'est est-ce que ça veut dire qu'un verre de jus d'orange qui contient presque quasiment le même nombre de sucre qu'une canette de Coke est aussi pas santé qu'une canne de Coke? Ou comment est-ce qu'on peut différencier? Est-ce que c'est le même type de sucre? Est-ce qu'on essaie de comprendre un peu, voir à ce niveau-là? Oui, en général, il y a des jus de fruits qui existent sur le marché qui sont aussi dangereux qu'une canette de Coke, de Pepsi ou de 7-Up. C'est clair, parce que moi j'appelle ça des faux jus de fruits. Donc, c'est des compagnies qui vont mettre un peu de pulpe d'orange ou de raisin pour donner une coloration au produit, mais qui vont ajouter 30 grammes de sucre. Pour moi, c'est comme boire un Coke, c'est la même chose. Puis ça, c'est le cas classique qu'on voit, les nutritionnistes l'apprennent dans tous leurs cours, c'est qu'il y a, il y a des gens aux États-Unis, notamment, il y a des grandes études qui ont été faites, des dames qui vont avec leurs enfants voir leur médecin, puis ils disent, regardez, mon enfant ne boit pas de coke depuis qu'il est né, puis il souffre d'obésité, mais lorsqu'on demande la question, ben le gamin en question consommait l'équivalent de 2 litres de jus d'orange par jour. Et ce jus d'orange-là, on s'entend là, que c'était pas un jus d'orange fraîchement pressé, là. C'était un faux jus de fruits, dans le fond. Et ça va faire exactement la même chose. Donc, il faut se méfier de ces faux jus de fruits que j'appelle. Cela dit, est-ce qu'un vrai jus de fruits est bon pour la santé? Ça, pour moi, c'est la vraie question. Déjà, on s'entend que un jus de fruits qu'on rajoute du sucre, c'est pas bon pour la santé. Il y a quand même des jus qui existent. Tout ce qu'on fait, c'est presser. Par exemple, chez vous, si vous prenez une orange puis vous la pressez, vous extrayez le jus puis vous le consommez. Est-ce que c'est aussi bon pour la santé qu'une orange? Ben, qu'une orange, absolument pas, parce que déjà, on a transformé le fruit, on l'a mis sous forme liquide, et donc le sucre est plus facilement absorbable. Vous allez consommer 10 oranges, c'est difficile, mais consommer l'équivalent de 10 jus d'orange en liquide, parce que vous l'avez pressé, c'est plus facile, parce qu'évidemment, vous n'avez pas beaucoup de fibres alimentaires dans le jus. Dans l'orange en tant que tel, lorsqu'on la mange, il y a plein de fibres. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est plus dur à digérer.
Donc, à partir du moment qu'on extrait, qu'on transforme le fruit et qu'on le rend liquide, il faut déjà être prudent sur la quantité qu'on consomme. Il faut aller calculer la quantité de sucre qu'on retrouve dans ce fruit-là, dans ce jus-là, en fait. Et donc, il faut se méfier des jus de fruits. Est-ce que ça veut dire que se faire un bon smoothie, c'est pas bon pour la santé? Là, c'est une question de jugement. 10 smoothies ou 10 verres de jus d'orange par jour, évidemment, ça ne sera jamais santé. Et si vous consommez la quantité de fruits qui sont nécessaires pour faire 10 fruities ou smoothies, vous ne serez jamais capable de consommer tous ces fruits-là de toute façon. Donc, c'est une question de bon sens ici. Il faut toujours se rappeler, le message, c'est moins un aliment est transformé, mieux il est pour la santé. Mais évidemment, un verre de jus d'orange fraîchement pressé, c'est pas aussi dommageable pour la santé qu'un verre de Coke ou de Pepsi, c'est évident. Mais ça reste que c'est une forme d'aliment qui permet de consommer plus de sucre. Il faut juste être prudent et raisonnable. Ce qu'on conseille souvent aux parents des enfants, c'est de diluer leur jus d'orange avec de l'eau. Et souvent, l'enfant va le consommer quand même s'il est habitué depuis sa tendre enfance à consommer un jus d'orange qui a été dilué un peu. C'est quand même bon au goût, c'est un peu meilleur pour la santé. Ah, c'est une bonne idée. Fait que de ce que je comprends, un fruit frais versus un fruit pressé ou un fruit transformé en jus va avoir la même quantité de sucre, mais ils vont pas avoir les mêmes bienfaits. Oui, parce que dans le fond, la quantité de sucre va être à peu près la même, mais c'est juste que dans le jus de fruits, il y a moins de fibres alimentaires parce que ce qu'on a surtout extrait, c'est ce qui est liquide et ce qui est facilement soluble dans l'eau, et c'est donc les sucres simples. Donc, ça va être juste un aliment qui est transformé dans le sens on a perdu pas mal de fibres, puis qu'on a gagné du sucre dans le jus de fruits. Et c'est plus facilement biodisponible et assimilable quand c'est absorbé sous forme liquide que par rapport à une forme semi-solide. Donc, c'est ça la grosse différence, en fait. C'est la forme de la transformation du fruit permet d'absorber plus de sucrose, finalement, et c'est là où il faut faire attention. Donc, dans le meilleur des mondes, prioriser un fruit frais versus un jus de fruits, techniquement, ce serait meilleur pour la santé. C'est toujours meilleur pour la santé. Puis c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on me pose la question, que tu vas peut-être me poser dans quelques secondes, donc je la devance, finalement, est-ce que c'est dangereux de manger des fruits parce que c'est plein de fructose? Le sucre des fruits, c'est le fructose. Ben, la réponse est non, parce que quand on le consomme dans le fruit contient beaucoup d'autres choses que le fructose. Ça contient des fibres alimentaires, ça contient des vitamines, des minéraux, des polyphénols. Et tous ces autres constituants du fruit ont des effets bénéfiques ou nous protègent même contre l'absorption même du sucre. Donc, c'est pour ça que consommer des fruits, c'est pas dangereux pour la santé, à moins d'être capable de consommer 100 oranges par jour. Je ne crois pas qu'on peut parler de risque avec les fruits. Mais il n'y a personne qui est capable de consommer ce genre de quantité de fruits parce que, bien sûr, les fibres alimentaires vont jouer leur effet. On va avoir un effet d'être rapidement repu, d'avoir même mangé 3 oranges. Donc, pour moi, c'est un faux débat, mais c'est important d'expliquer la différence donc entre les fruits et un jus de fruits. C'est la transformation rend tout simplement le sucre plus absorbable, assimilable. Et c'est là qu'est le danger de consommer trop de jus. Est-ce qu'il y a des meilleurs fruits à manger? Est-ce qu'il y a des fruits qui ont plus de fibres ou est-ce qu'il y a des fruits qui ont moins de sucre qu'on devrait peut-être prioriser? Il y a des différences, c'est sûr, de la quantité de sucre à travers différents fruits. Plus le fruit est mûr, généralement, plus il contient du sucre. Donc, ça peut être déjà un effort à faire pour avoir moins de sucre dans un fruit. Euh, Nous, on travaille, je ne suis pas spécialiste dans la question des différents sucres dans les fruits, honnêtement, mais nous, on préconise beaucoup les petites baies, donc les plus petits fruits, parce que c'est eux qui sont souvent les plus riches en polyphénol. Ils contiennent quand même pas mal de fibres. Donc, déjà, on part en partant avec un fruit qui a un potentiel de neutraliser les effets néfastes du fructose qui se retrouve dans ce même fruit. Donc, en général, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la canneberge, le petit fruit exotique qui s'appelle le camu-camu, pour lequel on vient de publier un article important. Mais également, on a travaillé sur la fraise, la framboise, le bleuet, tous ces petites baies, en fait, le raisin aussi, hein. Toutes ces petites baies semblent avoir un potentiel plus grand au niveau de la protection contre les effets du fructose qu'on retrouve dans ce même fruit. Mais je négligerai pas pour autant la pomme, l'orange et d'autres fruits qui sont plus gros, mais qui sont reconnus également pour être riches en fibres alimentaires.
Donc, je ne jetterai pas l'éponge à aucun fruit. Bon, la banane, il y en a qui disent que ça a trop de potassium. Il y a plein de débats là-dessus, puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas nutritionniste. Mais en termes de potentiel d'amener trop de fructose dans l'alimentation par rapport aux bienfaits des autres constituants, je trouve que les petites baies, en général, ont, euh, ont une bonne chance d'avoir plus d'effets santé. Et c'est pas juste moi qui le dis, il y a la littérature également qui supporte ce que je viens de dire. OK. Fait que prioriser les fraises, les bleuets, les petites baies. Les petites Parfait. baies, ouais, en général, c'est ce que je suggère, mais encore une fois, je ne veux pas porter le chapeau d'un nutritionniste parce que je ne suis pas nutritionniste. En tout cas, pour moi, ça tombe bien parce que c'est mes fruits préférés. Fait que je vais prendre ça comme un win. La question que moi, je me pose beaucoup depuis le début, c'est par rapport aux édulcorants artificiels, les faux sucres. C'est rendu que, bon, beaucoup de compagnies, justement, vont utiliser les édulcorants artificiels dans leurs produits. On pense souvent que les faux sucres, bon, sont plus santé. Quand on va dans des magasins comme de produits naturels ou peu importe, des produits de fitness, on va retrouver des faux sucres dans tous les produits. Moi, ma question, est-ce que les faux sucres ou les édulcorants artificiels sont la solution au problème ou est-ce qu'ils sont aussi néfastes que les autres types de sucres? Ça, c'est le deuxième niveau d'implication un peu dangereuse de l'industrie dans les produits transformés. C'est-à-dire, je pense qu'évidemment, c'est devenu clair il y a peut-être une quinzaine d'années que de mettre trop de sucre dans les aliments, c'était aussi dangereux que de mettre trop de gras. Évidemment, on parle de gras saturés, cholestérol. Donc, il y a eu un effort de l'industrie de tenter de régler le problème, mais il fallait régler le problème en gardant le goût sucré, parce que c'est ça que les gens recherchent. Encore une fois, ils font des études de marché, puis ils se rendent compte que les gens, oui, ils font attention à leur santé, mais ils ne veulent pas trop quand même négliger le sucre dans l'alimentation. C'est ce qu'ils aiment. Donc, la façon, ben, c'est les édulcorants. Puis là, dans les édulcorants non caloriques ou faibles en calories, c'est là que, en fait, c'est un peu, excusez le terme, le bordel en ce moment, parce qu'il y en a de toutes les sortes. Donc, il y a déjà deux grandes classes. Il y a je dirais, les édulcorants non caloriques artificiels versus naturels. Sucralose, aspartame, par exemple, pour en nommer que deux, il y en a plusieurs. Ce sont des produits qu'on appelle artificiels. Ça n'a rien à voir avec un sucre, même au niveau moléculaire, mais ça a un potentiel sucrant. Donc, c'est sucré et on peut même en ajouter des fois très peu dans un aliment, puis on va avoir un goût sucré. Puis pendant longtemps, on a pensé que c'était la panacée, que c'était le remède. Ça y est, on avait trouvé une façon de... Les gens vont aimer le goût de l'aliment, mais ils n'auront pas les effets néfastes des calories qui viennent avec. Mais malheureusement, on s'est aperçu depuis 5 ans, par des recherches effectuées par plusieurs groupes dans le monde, des recherches publiées dans les plus grandes revues, que malheureusement, ces molécules-là ont un effet sur le cerveau et sur le microbiote intestinal. Parce que le cerveau ne comprend pas trop qu'on consomme un aliment qui goûte sucré, mais qu'il n'y a pas d'énergie qui vient avec. Ça semble dérégler un peu certains contrôles au niveau neuronal, de contrôle de l'appétit, qui peut nous faire manger quand même plus finalement. Puis si on mange plus de produits qui consomment ces faux sucres, ça veut dire qu'on consomme plus de gras, plus de sel, etc. Donc, on essaie de régler un problème, on en cause un autre. Mais ce qui est surtout clair, c'est que beaucoup de ces produits-là vont avoir un impact sur le microbiote intestinal. Le changer à tel point qu'il devient dangereux pour notre santé. Et lorsqu'on regarde les grandes études épidémiologiques, les gens qui consomment ces produits-là, généralement, on leur disait quand ils étaient diabétiques de prendre ces produits-là pour justement avoir moins de calories sous forme de sucre. Mais lorsqu'on regarde après 10 ans, là, les gens qui consomment ces produits-là n'ont pas vraiment amélioré beaucoup leur diabète. Leur hémoglobine glyquée est toujours élevée, leur glucose à jeun est toujours élevé, leur obésité est toujours présente. En fait, dans la réalité, ces produits-là n'ont pas eu beaucoup d'impact positif sur ces patients de toute façon. Donc, moi, je n'y crois plus beaucoup à ces molécules pour tenter de rétablir la balance puis d'avoir un effet sur notre santé malgré la consommation de produits transformés. Là, par contre, il y a une autre classe qui arrive sur le marché depuis quelques années, le stevia, évidemment. Là, on parle de produits faibles en calories, qui ont un pouvoir sucrant, mais qui sont plus naturels, ce qui proviennent d'une plante. Hein, ça vient d'un cactus au départ.
Sauf qu'aujourd'hui, dans les compagnies ils prennent pas du cactus pour isoler du stevia, ils le font en laboratoire avec des micro-organismes, avec des bactéries ou des levures. Bon, ça reste à la base d'une molécule qu'on retrouve dans la nature. Puis là, maintenant, il y a différents types de stevia, des glycosides de différents types. Et ça, honnêtement, le jugement n'est pas encore porté par la littérature scientifique ou par la science. Nous, on a travaillé un peu sur ces molécules, puis effectivement, il semble avoir moins d'effets négatifs que d'autres édulcorants artificiels. Donc, les édulcorants naturels, peut-être que ça va être une des solutions à considérer, mais il n'y a encore pas assez de travaux qui ont été faits, notamment chez l'homme ou la femme, chez l'humain, pour être certain que ces produits-là n'ont pas d'effet néfaste à long terme. Mais du moins, en ce moment, lorsqu'on les compare à des édulcorants artificiels, ben, ils semblent remporter la palme. Ils semblent avoir, sinon pas d'effet négatif, même parfois un effet positif. Donc, je ne vais pas dire que je conseille à tout le monde de consommer du stevia, là, mais en ce moment, je ne peux pas dire que le stevia nuit à la santé des gens. En tout cas, la littérature reste encore pas suffisamment développée pour le dire avec certitude. C'est pas encore noir sur blanc pour ceux qui sont naturels, mais on sait quand même que les édulcorants naturels sont quand même un petit peu mieux que les artificiels. En ce moment, c'est ce qu'on peut dire basé sur la littérature. Je comprends. Puis, moi, ma question, est-ce que ça génère la même réponse d'insuline quand on ingère, exemple, du sucrose versus du stevia, par exemple? Ça, il y a des gens qui ont commencé à regarder ça, c'est intéressant. Parce que, bien sûr, lorsqu'on parle de la sécrétion d'insuline par le pancréas, c'est les cellules bêta du pancréas, puis c'est ça qu'on ne sécrète pas assez quand on devient diabétique. Au début, on en sécrète même trop. À un moment donné, le pancréas se fatigue, les cellules bêta sont plus capables de sécréter de l'insuline. C'est pour ça qu'un diabétique de type 1 ou un diabétique de type 2 sévère est obligé d'être traité avec de l'insuline. Puis normalement, cette insuline est relâchée lorsqu'on consomme du glucose parce qu'il y a des récepteurs, dans le fond, des transporteurs de glucose dans le pancréas qui informent le pancréas des niveaux de glucose dans le sang. Puis quand il y en a trop, bien, il relâche de l'insuline pour le métaboliser. Donc, les sucres font ça. Euh, En ce moment, il y a beaucoup de littérature controversée sur est-ce que les édulcorants font la même chose. En théorie, non, parce qu'ils ne vont pas sur les mêmes récepteurs, ils ne sont pas transportés de la même façon. Ce qui fait que des fois, ça peut causer une drôle de problématique, c'est-à-dire, nous, on a un goût sucré, on est récompensé, notre cerveau est content, mais vous savez que, ben vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, la sécrétion d'insuline, c'est pas juste le glucose qui vient se lier sur la cellule pancréatique pour envoyer le signal. Il y a également des neurones au cerveau qui sont capables de transmettre l'information directement au pancréas. Fait que là, il y a des groupes en ce moment qui s'intéressent beaucoup à la relation aliments, cerveau et pancréas, qui sont en train de regarder cette relation-là. Autrement dit, quand on consomme du glucose, du sucrose, du fructose ou des édulcorants artificiels, est-ce que la réponse du cerveau pour dire au pancréas de sécréter de l'insuline est différente? Je sais déjà qu'il y a des différences parce que j'ai vu des présentations dans des congrès. Puis on commence une collaboration avec un grand chercheur à Bordeaux qui travaille sur ces questions-là. On a une étudiante qui commence dans quelques jours à travailler dans mon laboratoire pour cette collaboration-là. Puis c'est une des hypothèses qu'elle va tester. Donc, moi-même, je m'intéresse à cette question-là. Puis on va regarder non seulement le cerveau, mais le rôle du microbiote dans cette histoire. Donc, autrement dit, Isaac, pour essayer de répondre courtement, rapidement à ta question, la science est rendue là. Et on va avoir une meilleure réponse à te donner, j'espère, d'ici quelques mois ou quelques années. Mais d'après moi, il va y avoir des différences, puis ça va contribuer à expliquer pourquoi des fois les édulcorants artificiels ou même naturels, non caloriques, ne sont pas tout le temps la meilleure chose à prendre. Mais pour l'instant, on va laisser la science prouver que ce que je viens de dire est vrai, parce qu'il y a encore de la recherche à faire. Donc, on peut pas dire clairement que substituer son alimentation pour des édulcorants artificiels va être plus bénéfique. On est encore incertain là-dessus. On est encore incertain, puis donc l'effort, il faut vraiment réduire les sucres dans l'alimentation. Ça, c'est clair que ça va avoir un impact. Et ensuite, si vraiment, pour n'importe quelle raison, vous devez ou vous voulez consommer des édulcorants, allez vers les formes naturelles, parce que en ce moment, c'est clair que ces formes-là sont certainement moins dangereuses pour la santé. Est-ce qu'ils vont avoir le même effet de satiété?
est-ce que ça va jouer aussi de la même façon quand on ingère un édulcorant artificiel versus du sucre comme du sucrose? C'est ça, la recherche est rendue là, mais surtout chez l'humain, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais chez les rongeurs, les modèles animaux, ce que ça semble démontrer, c'est que les effets sur la société vont être différents. Maintenant, les conséquences à long terme de ça. Si un faux sucre va avoir un effet satiétant plus grand qu'un vrai sucre, tant mieux. Ça veut dire que ça va nous aider à contrôler notre appétit. Mais si c'est l'inverse qu'on observe, à ce moment-là, ça peut être dangereux. Parce qu'il faut toujours se rappeler que pour notre cerveau, même si le signal n'est pas là, parce que c'est un faux sucre, il y a quand même la sensation de sucré dans notre corps. Puis ça active des neurones qui vont peut-être contrecarrer cet effet qui, normalement, devrait être vu par la molécule de sucrose lorsqu'elle se lie à un récepteur sur un neurone. Fait que c'est là où ça devient complexe à analyser. Puis, il y a de la recherche qui a été faite, mais c'est des recherches qui ont été faites peut-être sur quelques semaines, quelques mois. Encore une fois, on ne sait pas les effets à long terme, même chez le rongeur. Mais il y a des bons laboratoires actuellement qui s'intéressent à ça. Puis je suis vraiment chanceux de travailler avec un de ces laboratoires à Bordeaux. C'est justement ces questions-là qu'on va adresser. Donc, encore une fois, ça prend plus de recherche pour être bien certain de répondre à cette question-là qui est très importante. Donc, il va falloir qu'on se reparle l'année prochaine pour, Oui, pour effectivement, clarifier tout ça. effectivement. C'est bon. Sinon, moi, mon autre question, c'est un peu sur la dépendance. Le sucre, de ce que je comprends, peut créer une dépendance chez l'humain. Chez l'humain, chez le rongeur, c'est démontré clairement. Parfois, ça peut même être aussi fort que la cocaïne, la dépendance que ça peut créer, mais c'est dans des modèles un peu extrêmes, avec des quantités importantes de fructose, dans des contextes où l'environnement est hyper contrôlé. Puis les systèmes de dépendance aux drogues entre les rongeurs et les humains, c'est pas les mêmes mécanismes qui sont impliqués non plus. Il y a des limites à ce que les modèles de rongeurs peuvent nous représenter, nous, pour des maladies humaines. Mais moi, je crois quand même que le sucre a un effet addictif. Est-ce que on peut appeler ça une addiction comme pour une drogue dure, ou on peut parler d'une addiction comme, je sais pas, moi, l'amour, ça peut être addictif aussi, hein? C'est émotif, c'est le bien-être que ça apporte, ça peut être addictif également. On cherche tous le bonheur. Certains vont le trouver dans des jeux vidéo, d'autres, c'est au casino. D'autres personnes, c'est peut-être dans la consommation de produits sucrés ou de caféine. Donc, mais ça crée une addiction, c'est évident. Et là, c'est la bonne question. Est-ce que une des raisons pour lesquelles, par exemple, le gouvernement devrait interdire l'addition de fructose dans des produits transformés en disant que c'est une drogue dure, comme on a banni ou réduit la cigarette, par exemple, ou des facteurs comme ça qu'on considère vraiment nocifs pour la santé. Ça reste un grand débat de société. Mais comme le fructose est une molécule naturelle qu'on retrouve dans les fruits, qui est présent dans l'organisme pratiquement dès notre naissance, je pense qu'on ne va jamais arriver à bannir le fructose en tant que tel. Tout ce qu'on peut faire, c'est mieux éduquer la population au danger de la surconsommation de fructose. Et les gouvernements devraient demander à l'industrie agroalimentaire de réduire non seulement le fructose dans les aliments, le fructose simple, le sucrose, mais surtout la forme transformée de sirop de maïs que je disais tantôt, dans le fond, qui a été transformé par l'industrie pour augmenter encore plus les concentrations de fructose. Ça devrait être banni de l'alimentation. Dans certains pays, d'ailleurs, je pense comme le Mexique, on n'a plus le droit de vendre du Coca-Cola dans lequel la source de sucre à l'intérieur provient de ce sirop de maïs transformé. Donc, oui, il y a encore du sucrose dans le Coca-Cola au Mexique, mais au moins, ça vient de la canne à sucre. Ça n'a pas été transformé, ou de la betterave. Ça n'a pas été transformé en plus en laboratoire. Donc, il y a des efforts de certains gouvernements qui se font de plus en plus, mais moi, je pense qu'on a une responsabilité planétaire parce que l'obésité, c'est pas une maladie juste aux États-Unis ou au Mexique, c'est une maladie planétaire en ce moment. En tout cas, là où l'alimentation est en surconsommation. Une étiquette d'avertissement de taux de sucre trop élevé, ça pourrait être une solution super simple à rajouter sur les aliments ou ça peut être juste des. Ils vont pas faire des fiches. Je pense que j'ai vu ça en quelque part, mais ils vont vouloir étiqueter avec des lettres le niveau de santé des aliments, comme classé de A, B, C. Je pense que je vois ça en Europe ou
c'est peut-être en Australie, je m'en souviens plus, mais une classe d'aliments va avoir un lettrage A, très santé, B, semi-santé, C, et cetera. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient au Canada, ça? Est-ce que tu le sais? Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là, des études sur le consommateur qui poussent vers ça. En ce moment, il y a différents systèmes qui sont utilisés en France, dans beaucoup de pays d'Europe, on va utiliser un code de couleur. Dans d'autres pays, c'est des lettres, dans d'autres pays, c'est des chiffres. Le problème, c'est qu'on ne s'entend pas partout sur utiliser le même code. C'est ça le problème. Si on pouvait déjà s'entendre sur un code universel, ce serait déjà plus facile, parce que même quand on voyage, on serait capable d'interpréter le code plus facilement. Il serait tout le temps la même chose. Mais c'est sûr qu'en ce moment, il y a un effort, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les gouvernements pour imposer ce type d'étiquette aux compagnies, ce qui va forcer les compagnies à faire plus attention à leurs produits parce que s'ils dépassent un certain nombre de grammes de sucre, par exemple, la couleur va être rouge ou la lettre va être Z au lieu d'être A. Et ça va indiquer aux consommateurs le risque accru de consommer cet aliment-là. Pour ça, moi, j'aime beaucoup plus le code de couleur que des lettres parce que tout le monde comprend qu'un code rouge sur quelque chose, c'est dangereux, alors qu'un code vert, c'est correct. Tout le monde fonctionne avec des lumières rouges, jaunes et vertes, là. Donc, pour moi, c'est le code idéal. Quand est-ce que ça va être implanté au Canada, au Québec, je ne sais pas. Mais il y a des gens à l'INAF qui travaillent là-dessus, sur ces questions-là. Il y a des gens à Toronto que je connais aussi qui tentent d'influencer le gouvernement de façon positive pour imposer ce genre de signal très clair à la population. Et je suis sûr que ça va avoir un impact. Ça et l'éducation, évidemment. Dans le but d'essayer de trouver des solutions, parce que là, on parle beaucoup des effets négatifs puis le négatif des sucres, mais dans le but de trouver des solutions puis nous aider à avoir des meilleures habitudes, je pense que tu as fait beaucoup de recherches sur le sirop d'érable au Québec. Euh, Est-ce qu'il y a des alternatives plus santé dans les sucres, comme exemple le sirop d'érable? Est-ce qu'il y a d'autres sucres qu'on pourrait peut-être prioriser dans notre alimentation? C'est une très bonne question. On s'intéresse beaucoup au sirop d'érable, mais on a aussi travaillé sur le miel, sur la mélasse. Donc, d'autres formes de produits qui ont un certain pouvoir sucrant également, mais on sait au moins que c'est d'origine naturelle et que ça contient pas juste du sucre. Le sirop d'érable, comme le miel, contient probablement 100-150 nutriments ou composantes ou molécules phytochimiques différentes, comme des polyphénols, par exemple, certaines fibres alimentaires, des vitamines et des minéraux. Et là, le débat, c'est toujours, oui, mais il y en a quand même très peu par rapport au sucre que ça amène à l'alimentation. Donc, je suis le premier à dire tout le temps clairement, sur toutes les tribunes, que c'est pas demain matin qu'on va régler le problème du diabète en consommant du sirop d'érable. C'est du sucre. Donc, par contre, lorsqu'on pense à une façon peut-être d'aider la population à gérer leur goût pour le sucre, déjà de convaincre les gens d'arrêter de mettre du sucre blanc dans des recettes, dans leur café, en remplaçant ce sucre par des alternatives naturelles, le miel, la mélasse, bien sûr le sirop d'érable. Euh, Au pire, ça va pas empirer la situation. Mais moi, je pense que ça va l'améliorer. Puis là, on a des études plus avec le sirop d'érable parce qu'on a été financé par les producteurs acéricoles pour faire ces études-là, mais également par le gouvernement du Québec, la MAPAC, à faire ces études-là. Chez les modèles de rongeurs, on a 4 études au moins publiées. Dans tous les cas, déjà, lorsqu'on compare le sucrose avec une forme naturelle de sucre, que ce soit le miel, le sirop d'érable ou autre, on voit toujours des effets bénéfiques sur la santé des animaux, sur le foie notamment, sur le microbiote aussi. Donc, c'est clair pour moi que naturel est toujours meilleur que sucrose, qui est du sucre blanc, qui est pur. Donc, les alternatives naturelles sont meilleures. Maintenant, le sirop d'érable, on l'a testé dans plusieurs études parce qu'on est financé par l'industrie acéricole. Je n'ai pas moi-même une érablière, mais il faut bien que quelqu'un finance les travaux, puis c'est eux qui les financent. Et on vient de compléter une étude clinique qui était acceptée il y a quelques jours dans le Journal of Nutrition. C'est une excellente revue dans le domaine de la nutrition, dans laquelle on montre que non seulement chez les rongeurs, mais également chez l'humain, pendant seulement 8 semaines, lorsqu'on donne une quantité équivalente de sirop d'érable ou de sucrose dans l'alimentation, bien, on voit des petits avantages du sirop d'érable. Un peu moins de graisse abdominale, une pression artérielle un peu réduite et une tolérance au glucose qui est meilleure, qui est moins détériorée que par le sucrose. Donc, encore une fois,
Lorsqu'on le compare à une quantité équivalente de sucre, le sirop d'érable semble se démarquer pour avoir moins d'effets indésirables. Donc, c'est de pas dire que le sirop d'érable est bon pour la santé, c'est qu'il a, pour un même potentiel sucrant, le même bénéfice sur le goût, il y a quand même moins d'effets indésirables pour la santé. Mais encore une fois, il faut remplacer le sucre simple, le sucre blanc, par du sirop d'érable. Il ne faut pas se mettre à consommer du sirop d'érable en plus, parce que c'est Ça quand reste même du bourré de sucre. sucrose, ça reste du sucre. Donc, c'est remplacer, c'est substituer. Donc, à chaque fois dans votre recette ou dans votre café, si vous substituez le sucre blanc par du sirop d'érable, mais probablement aussi le miel et d'autres alternatives naturelles, vous faites déjà un effort louable pour améliorer votre santé, mais ça ne battra jamais de réduire carrément la consommation de sucre en deçà de 15 ou même 10 de votre énergie quotidienne. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à faire que juste changer le sucre blanc dans notre café. C'est l'espresso le matin, tu mets une cuillerée de sirop d'érable ou une petite cuillerée de sirop. Ça prend pas beaucoup de sirop d'érable en plus pour goûter sucré. Par rapport à mettre du sucre, c'est déjà un effort louable à faire. Mais là, au moins, on a des données humaines qui le démontrent. C'est la première étude humaine qui a été faite de cette façon-là, avec un placebo et tout. Donc, il faut faire plus d'études, mais au moins, on est sur la bonne voie pour avoir assez de recherche pour le démontrer maintenant. J'ai une dernière petite question avant ma dernière question. C'est quelque chose que j'ai vu dans le livre, ça a été touché brièvement, mais est-ce que c'est vrai que les habitudes alimentaires des femmes enceintes conditionnent les préférences futures de l'enfant par rapport au sucre? Est-ce que une femme enceinte qui mange beaucoup de sucre pendant qu'elle est enceinte, l'enfant risque d'avoir une plus grande dépendance sur le sucre? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, la littérature qui existe là-dessus, c'est pas des études faciles à faire, évidemment, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les modèles de souris, par exemple. Là, c'est plus facile de regarder l'impact de la grossesse sur les souriceaux, les petits bébés. Mais même, il y a des données quand même cliniques maintenant qui suggèrent qu'effectivement, cette dépendance relative au sucre, parce qu'on aime tellement le goût du sucre, peut se transmettre de la mère à l'enfant. Mais c'est vrai pour tous les aliments en passant, hein. C'est que c'est pas pour rien qu'on dit aux femmes enceintes de bien s'alimenter parce que, bien sûr, ce qu'elles vont manger, le bébé va le consommer aussi d'une certaine façon. Et dans le cas du bébé, c'est déjà transformé, c'est déjà digéré, tu sais, ça arrive sous forme de sucre simple ou de lipides simples. Donc, et c'est la même chose pour les médicaments. C'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes de ne pas prendre trop de médicaments. Le bébé va être, va évidemment être affecté par les médicaments en forte concentration. Donc, moi, je crois effectivement qu'il y a une partie du problème qui arrive dès la conception, c'est-à-dire lors de la grossesse. Si une femme enceinte consomme trop par exemple, de sucre transformé ou trop même d'édulcorants artificiels, il y a un risque pour l'enfant. Il y a un risque d'avoir un impact sur sa santé. Ça peut venir du fait que ça crée une certaine addiction. Peut-être c'est un peu trop fort quand on parle d'addiction. Là, on dirait qu'on parle d'une drogue, mais ça crée une certaine dépendance. Parce que oui, le bébé goûte aussi là, quand même. Il y a comme, il goûte pas peut-être par la bouche comme nous, mais il y a, tu sais, le goût, ça se développe pas seulement dans la bouche, mais même dans l'intestin. Il y a des capteurs de goût jusque dans l'intestin, là. Donc moi, je crois que ça peut conditionner effectivement le jeune bébé dans le ventre de sa mère à déjà aimer le goût du sucre. Et chez les rongeurs, ça a été démontré. Chez l'humain, évidemment, pas encore complètement, mais moi, je ne prendrais pas de chance. Donc, l'idée de bien s'alimenter pour une femme enceinte pour que son bébé ait moins de chances d'avoir à se soucier de ces dépendances-là, je pense que ça a du bon, c'est le bon sens de toute façon, là. Ça a du bon sens, comme on dit. C'est bon à savoir. Pas pour moi, mais pour les futures femmes enceintes. Oui, mais Euh, également nos conjointes oui, exact. Oui, oui, c'est vrai. et nos futurs enfants. Et nos futurs enfants, c'est bien dit. J'ai beaucoup aimé dans ton livre une phrase, puis je vais la relire. Le danger des conseils irréalistes, c'est qu'au final, ils font en sorte que les gens se découragent et se désintéressent du problème. Puis je pense que on est pile dedans. Je pense que c'est un petit peu irréaliste de dire aux gens de couper à 100% leur consommation de sucre. Par contre, est-ce que tu aurais possiblement un ou deux conseils pour nous aider à réduire notre consommation dans notre quotidien? Il y en a deux que je vais donner qui sont toujours les mêmes, qui sont très importants. C'est les gens souvent vont en québécois, on dit se garrocher, hein, vont vraiment se jeter sur des conseils
de différentes diètes et le faire pendant quelques mois et après se décourager, arrêter complètement, puis ils vont voir que le poids va revenir, la santé métabolique va se redétériorer à nouveau. C'est assez classique. Donc, le premier conseil que j'ai à donner, c'est effectivement tenter d'en faire trop parfois parce on est tellement anxieux de notre santé, puis de faire des changements alimentaires draconiens va amener un effet de découragement. Euh, Parfois, va amener même d'autres problèmes avec peut-être une sous-consommation de certaines vitamines ou de minéraux, là, dépendant du type de diète qu'on consomme. Moi, je pense qu'on ne rend pas service à personne. C'est très dur de maintenir ça à long terme. Puis, complètement banaliser le plaisir de l'alimentation, je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Il y a un plaisir à manger. Il faut que les gens gardent le plaisir à manger. Donc, il faut y aller avec, je trouve, des efforts petits au début, minimes. C'est comme l'exercice physique. Si on demande à quelqu'un de courir le marathon dans 2 semaines, s'entraîner comme un fou, il ne va pas avoir beaucoup de plaisir à s'entraîner puis faire le marathon. C'est la même chose. Il faut faire des changements qui ne sont pas trop radicaux, y aller lentement. Et tranquillement, le système va s'habituer à avoir moins de sucre dans l'organisme. Mais c'est vrai pour les lipides aussi. Il faut y aller graduellement, puis pas se décourager, puis garder toujours un plaisir à manger. Il faut faire des choix judicieux. Il y a différentes façons en alimentation. Allez voir les nutritionnistes. C'est des superbes professionnels de la santé qui savent maintenant comment aider à. Pas toutes, là, j'imagine qu'elles ne sont pas toutes excellentes, là, mais beaucoup d'entre elles maintenant, en tout cas ceux que je connais sont excellentes, puis ils ont vraiment des bons conseils à donner, puis d'éviter ce genre de régime de fou. Ça, c'est le premier conseil, y aller graduellement. La deuxième chose que je conseille également, c'est de pas juste regarder, comme je l'ai dit au tout début de l'entrevue, tout début du podcast, pas juste regarder ce qu'on mange trop, mais ce qu'on mange pas assez. Donc, peut-être des fois, l'effort, c'est peut-être, oui, il faut couper le sucre et le gras, c'est un effort louable, mais peut-être manger plus de fruits, plus de légumes, déjà pour augmenter la quantité de fibres, de polyphénol et de vitamines et de minéraux, va déjà peut-être permettre d'améliorer. Donc, souvent, les gens vont dire, je mange plus de poutine, je mange plus de chips, je mange plus de sucre. Bien, peut-être tu devrais t'en garder un petit peu la fin de semaine pour te récompenser parce que tu aimes ça. Mais mange donc beaucoup plus de légumes, mange plus de fruits. Il y a plein d'options. Il y a tellement de palettes de goût dans les fruits et les légumes. Ça se peut pas que tu vas pas en trouver un ou deux que tu vas aimer consommer. Fait que c'est ça mon conseil. C'est un conseil vraiment que tous les nutritionnistes que je connais, d'après moi, vont donner. Mais l'effort, c'est une guerre qui est longue à gagner. Il faut y aller par des petites batailles. Puis il ne faut pas essayer de perdre du poids trop rapidement parce que à la fin, on va se décourager. Puis des fois, on va reprendre plus de poids qu'on avait perdu au départ. Donc, allons-y lentement, mais sûrement. Mhm. C'est des super bons Et, conseils. et lire les étiquettes, Oui, ça très c'est. important. Ça, c'est sûr qu'on va faire un podcast là-dessus pour bien lire les étiquettes de valeur nutritive. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris en faisant l'épicerie, c'est faut tout le temps que tu tournes l'emballage de bord parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Fait que c'est des super bons conseils. Puis, je n'ai même pas parlé de tout l'aspect éducatif, cuisiner également. C'est quand tu cuisines plus, tu t'aperçois justement que tu vas faire des meilleurs choix santé. Puis, on vit souvent avec des jobs très stressants, conciliation travail-famille. C'est sûr que c'est facile de manger des aliments transformés. En 10 minutes, les plats sont sur la table et on consomme, mais si on habitue nos jeunes à plus faire des repas en famille, de plus préparer eux-mêmes, donc avec des produits frais, c'est toujours également quelque chose également qui peut vraiment aider beaucoup. Puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier également, mais je conçois que ça peut être difficile. C'est pour deux parents qui travaillent avec 4 enfants de réussir à faire ça. Moi, je le lève mon chapeau. C'est extrêmement difficile, mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait des incitatifs gouvernementaux pour aider ce genre de famille à pouvoir trouver le temps de se nourrir plus convenablement. Mais c'est pas moi qui va amener la solution, mais je trouve qu'il devrait y avoir un effort de société qui se fait à ce niveau-là. Je suis 100% d'accord. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Puis pour ceux qui veulent, comme j'ai dit, je vais mettre dans les notes du podcast le livre La vérité sur le sucre. Livre vraiment intéressant, je le conseille à tout le monde. Donc, je vais le rajouter dans les notes là, pour ceux que ça intéresse. Fait que, merci beaucoup, André. Ça m'a fait plaisir, Isaac. Continue ton beau travail. Puis si on se revoit l'année prochaine, je pourrais te faire un update sur la recherche C'est qui se fait dans le parfait. domaine. Je prends ça en note, c'est bon. Ben, merci à Parfait. toi. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté mon tout premier épisode de mon nouveau podcast. Une façon super simple et gratuite de m'encourager et de s'abonner et de partager l'épisode. Je vais constamment chercher à améliorer la qualité et le contenu des futurs épisodes. Si tu as des sujets dont tu aimerais que je parle dans un futur épisode, laisse-moi le savoir dans les commentaires. Merci beaucoup.